Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Sigradfield et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie du vidéo-test de The Evil Within sur PlayStation 4. Et après le village dans la première vidéo, les ruines dans la seconde, j'ai décidé de terminer avec un petit tour en ville. Tout ça pour rebondir sur les différents environnements du titre. D'un village paumé à une ville en ruine, des catacombes à des ruines tout court, le jeu fait voyager. Ça c'est le premier point qu'on peut aborder. Ça me permet de déposer un premier doigt sur les différents niveaux que l'on traverse au cours du jeu. Parce que non seulement ils sont très nombreux, mais en plus de ça, ils sont très variés. Et je suis loin de vous les avoir tous montrés ou énoncés. J'ai décidé donc de vous montrer un niveau en ville, en plein jour. Pourquoi me demanderez-vous? Tout simplement parce que je trouve ce niveau très intéressant. Vous allez voir, le niveau est mobile, la topographie de la zone évolue constamment. Et finalement, on est dans un niveau qui est un petit peu oppressant parce que il finit par devenir quelque chose de très bizarre pour le joueur. Et ça, vous allez vous en rendre compte dès que je vais pouvoir vous montrer ne serait-ce que ce fond d'écran. Ce que vous voyez actuellement me permet de déposer un deuxième doigt. Sur le fait que même si le jeu est techniquement très moyen, il n'en demeure pas moins très ambitieux et surtout spectaculaire. Et ça me permet de déposer un troisième doigt. Ça commence à faire beaucoup, je vais m'arrêter là. Sur la mise en scène. Si je devais qualifier la mise en scène de The Evil Within en un mot, je la qualifierais avant tout de sobre. Même dans les moments spectaculaires, la mise en scène est sobre. Je vais vous donner un exemple en fait pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par même dans les moments spectaculaires elle est sobre. Je vais essayer de vous donner un exemple et de vous voir un petit peu ce que vous en pensez. Il y a une scène où notre personnage chute. Ce qu'il a sous les pieds s'effondre. Et notre personnage tombe dans le vide. Le néant autour de lui se transforme en couloir. Et voilà. Le néant se transforme en couloir. La caméra tourne autour du héros. Le couloir devient de plus en plus identifiable sur les, disons, ces différentes parties. Donc, le mur, enfin les murs, le plafond et le sol. Et la gravité reprend, entre guillemets, son attitude normale. La gravité change et le personnage ne tombe plus à la verticale mais à l'horizontale finalement. Le couloir dans lequel il est apparu a un mur de fond et plutôt que de tomber sur le mur du fond, il tombe sur le sol quoi. La gravité change, évolue, la gravité reprend ses droits. Et c'est un élément qui moi m'avait étonné. Et pour que vous compreniez mieux, je vais vous parler d'un autre jeu, Portal. Dans Portal, vous pouvez créer deux portails. Vous pouvez en mettre par exemple un au plafond et l'autre au sol juste au-dessus. Vous mettez une caisse entre les deux portails. Vous la lâchez. La caisse va tomber dans le portail du bas, réapparaître dans le portail du haut et retomber dans le portail du bas. Et finalement, comme ça, de manière illimitée. La caisse va tomber de manière illimitée. Tout le temps, elle tombera. Si vous déplacez le portail du haut sur un mur, la vitesse de chute va se transformer en élan pour projeter la caisse à travers donc le portail qui aura apparu sur le mur, à travers la pièce. Et il y a un petit peu de ça dans The Evil Within. Finalement, la verticalité va faire place à l'horizontalité, la gravité va changer, les décors vont changer. Il y a plein d'éléments comme ça qui changent et qui finalement sont un petit peu déstabilisants pour le joueur. Mais même dans ces moments-là, finalement ce qui change entre la mise en scène des séquences sobres, par exemple de découverte, de dialogue, et des séquences plus spectaculaires comme celle que je viens de vous énoncer, c'est les mouvements de caméra. Mais malgré ces mouvements de caméra qui évoluent, la mise en scène reste toujours sobre. Elle est toujours lisible en fait. C'est ça que je veux dire par sobre. Ils essayent de faire quelque chose de spectaculaire
tout en faisant quelque chose de constamment lisible. Tout ce qui se passe à l'écran, on le voit. On est vraiment dans un côté finalement assez old school, un petit peu comme ce que j'avais dit pour The Order 1886. Tout est toujours lisible tout le temps. Le but, c'est pas de faire quelque chose de génial en termes de mise en scène, c'est de faire quelque chose d'avant tout lisible et que tout ce qui se passe à l'écran, le joueur puisse le voir et donc puisse le comprendre. Sur un plan purement visuel en fait, hein, j'entends. Pas sur la signification. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Le but, comme pour The Order finalement, c'est de faire des beaux plans. C'est de faire des belles séquences bien filmées. Et c'est un petit peu l'opposé de ce que fait actuellement Kojima pour The Phantom Pain, qui a opté pour une réalisation plus style caméra à l'épaule, à la Cloverfield. Et je trouve que parfois, dans les bandes annonces, on peut voir ça dans les bandes annonces de cinématiques, j'ai l'impression que ça nuit un petit peu parfois à la lisibilité de la cinématique en question. Il y a des séquences où je trouve que ça remue beaucoup, ça zoome, ça dézoome, ça bouge. Au bout de 9 minutes, on a un peu mal à la tête. Pour The Evil Within, j'étais content de constater que Shinji Mikami a évité ce parti pris, qu'il a décidé de faire quelque chose de sobre dans le gameplay, enfin d'old school pardon, dans le gameplay, d'old school sur un aspect visuel, puisque par exemple notre personnage n'a pas de lampe, il n'a pas de trucs, tout fait old school, même le revolver, je veux dire. On dirait finalement que c'est un jeu qui se passe... Il y a une époque lointaine, quoi, dans les années 80 ou dans les années 70, alors qu'en fait pas du tout. Et le côté old school est présent dans la mise en scène, sur le côté visuel, sur plein d'autres points, donc ça c'est vraiment un très bon point. Donc Shinji Mikami là-dessus et son équipe ont fait vraiment un gros point fort. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la bande son. Alors, on peut la diviser en deux catégories. Les bruitages dans un premier temps et les musiques pour suivre. Alors, les bruitages, je vais commencer par les bruitages des armes. Parce que comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, je suis actuellement en train de faire Resident Evil Révélation 2. Et le fait de pouvoir faire ce jeu-là en même temps que je vous testais The Evil Within m'a permis de me rendre compte que les bruitages des armes de The Evil Within étaient vraiment bons. Il y a un impact, il y a un sentiment de puissance en fait. On n'est pas dans un pistolet à billes qui fait juste pouf. On est vraiment dans quelque chose. On tire une balle, on inflige des dégâts. Et ça se ressent dans les bruitages des armes. Même des petites armes comme le revolver. Et c'est vraiment un très bon point. Même si les bruitages des armes restent assez classiques. Ils sont classiques, mais dans le sens positif du terme. Et pas dans le sens pistolet à billes. Les bruitages de brisage de caisse, comme vous venez de l'entendre, sont assez classiques, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas 50 000 façons de faire un bruitage de brisage de caisse, ou sinon il faut me les faire écouter, parce que disons que c'est pas... Pour un jeu, on n'attend pas le bruitage des brisages de caisse avec impatience, hein. Je crois que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Mais j'ai trouvé que les bruitages donc, de ces caisses en question était très proche de celui de Resident Evil. Or, comme je le dis, il n'y a pas 50 000 façons de faire un bruitage de brisage de caisse. Hein, ça, j'insiste là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez marrant d'entendre ça, et finalement ça m'a fait penser à Resident Evil, et je me suis dit, peut-être que c'est fait exprès, peut-être que non, peut-être que c'est simplement un bruitage universel utilisé dans tous les jeux. Mais ça m'avait bien fait marrer. Je me suis dit, c'est classique, mais ça fait écho à Resident Evil et c'est rigolo. Là, par contre, où le jeu fait vraiment dans le très fort, c'est pour les bruits d'ambiance. Les créatures, comme celles que vous voyez actuellement, poussent parfois des cris, émettent des sons. Et les bruits de ces créatures sont vraiment... Déjà, ils sont excellents, ils sont très bien adaptés aux créatures en question. Et en plus de ça, je les trouve vraiment très très flippants. Pour vous donner un exemple flagrant, le personnage de Laura en est un très bon exemple. Alors Laura, c'est la femme araignée. On la voit dès le premier trailer, le trailer live là qui est tourné avec de vrais acteurs. C'est la femme à 8 bras. Dans cette créature, elle peut se téléporter, elle peut sprinter, elle peut sortir des cadavres qui sont par terre. Elle ne craint que le feu. Si vous voulez lui infliger des dégâts, vous pouvez, mais il faut d'abord la faire flamber. Si elle flambe, vous pouvez lui tirer dessus, ça lui fera mal. Si elle flambe pas, vous pouvez lui tirer dessus, ça servira quasiment à rien.
cette créature, elle est flippante visuellement. Quand on la voit, on n'est pas serein. En plus, tous les pouvoirs qu'elle a, que je viens de vous énoncer, font que non seulement on n'est pas serein, mais en plus de ça, elle est très forte. Elle est très rapide. Elle est très vicieuse. Et ce personnage causera la mort de nombreux joueurs. Elle a causé la mienne je ne sais combien de fois, surtout lors de mes premières parties. Et cette créature, bien que flippante visuellement, a un cri, possède un cri. Et ce cri, pour moi, représente vraiment quelque chose de négatif, évidemment, puisque c'est une créature qui m'a quand même séché un nombre de fois incalculable. Hein, donc évidemment, je vais pas en redemander. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez entendre certaines créatures crier, vous allez faire le rapport entre la créature en question et du coup, le danger qu'elle représente. Je ne sais pas si je suis clair. Quand vous allez entendre le cri d'une créature, vous allez vous dire « Maintenant, je vais rencontrer, par exemple, Laura. » Et Laura, elle peut se téléporter, elle peut apparaître près des cadavres, elle peut me choper, elle craint que le feu. Donc finalement, lorsque vous allez voir Laura, ou plutôt entendre Laura, vous allez commencer à anticiper tout ce qu'elle peut vous faire subir de négatif, puisque comme je l'ai dit, elle va sans doute causer votre mort, surtout lors de la première rencontre. Et du coup, lorsque vous l'entendez une deuxième fois après, vous avez peur, mais pas à cause de son visuel, à cause de son cri, parce que déjà elle a un cri très flippant, et en plus de ça, c'est une créature très flippante et très forte, très vicieuse. Donc finalement, tout est lié, c'est une créature vicieuse, flippante, et lorsqu'on l'entend, on commence déjà à flipper. Donc lorsqu'on la voit et qu'elle nous crie dessus, là on flippe 2 fois plus. Et je vous mets au défi de faire la scène du combat contre elle sans le son, ou avec le son très très bas. Je peux vous assurer que si vous l'entendez pas crier, vous allez stresser beaucoup moins. J'ai fait l'expérience et j'ai beaucoup moins stressé. Maintenant je vais vous parler des bruits d'ambiance pour terminer. Que ce soit les bruits d'orage, les bruits de grincement de porte, que ce soit les bruits de battement du cœur, ça apporte beaucoup à l'ambiance générale du jeu. Lorsqu'on est par exemple poursuivi par une créature, on peut s'enfermer dans un placard, et à ce moment-là on va entendre les battements du cœur de notre personnage. Et ben, ça peut paraître très classique, c'est très classique, mais ça apporte vraiment, une sensation de stress au jeu, puisque non seulement on entend les battements de notre cœur, mais en plus on voit un petit peu, en fonction du placard, on peut voir l'ennemi devant nous, ou on peut ne pas le voir du tout. Et du coup, on n'a que les battements de notre cœur et les battements qu'on entend en plus de ça, donc la créature qui marche, qui grogne, qui cherche, et ça rajoute beaucoup en termes de stress au jeu, puisque tous les petits bruits d'ambiance apportent à l'ambiance générale du titre qui est déjà très très bonne. Et comme je vous l'ai dit, les bruitages des armes sont classiques mais ils sont très efficaces par contre. Les bruitages de caisse, ce genre de trucs, c'est classique, il n'y a rien à en redire, c'est ni classique dans le mauvais sens du terme, ni classique dans le bon sens du terme, c'est classique tout court. Lorsqu'on est face à une créature, on est déjà beaucoup plus dans de l'excellence au niveau des bruitages, au niveau de la bande son en termes de bruitage. Mais lorsqu'on est dans des situations où les bruits d'ambiance sont prédominants, on est encore plus dans une sensation d'oppression grâce à ces bruitages, et on est beaucoup plus stressé. Aïe. On est beaucoup plus stressé suite à ces bruitages-là, et ça prouve que la bande-son, en règle générale, sur un plan purement de bruitage, est excellente. Ça, c'est déjà le premier point que je voulais aborder.
Les bruitages du titre sont vraiment excellents, peu importe le bruitage que vous prenez en compte. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des musiques. Alors, les musiques, pour moi, dans le jeu, elles ont un rôle similaire à la lumière, c'est-à-dire qu'elles symbolisent quelque chose. Alors, pour moi, les musiques symbolisent un petit peu l'espoir, mais surtout, les musiques symbolisent la sécurité. Et j'ai un exemple, en fait, pour essayer de vous faire un petit peu comprendre ce que je veux dire à travers ça. Lorsqu'on s'approche d'une porte qui donne sur une salle de sauvegarde, on entend le morceau de musique Clair de Lune. Le morceau de musique Clair de Lune, on l'entend donc à chaque fois qu'on s'approche d'une salle de sauvegarde. Donc finalement, le morceau de musique finit par représenter la salle de sauvegarde en question. Et la salle de sauvegarde représente déjà quelque chose pour le joueur. Ce que je veux dire par là, c'est que, par extension, le morceau de musique finit par représenter quelque chose pour le joueur. Je vais vous essayer de faire ça de manière un petit peu plus claire. Lorsque vous entendez le morceau Clair de Lune, vous savez qu'il y a une salle de sauvegarde. La salle de sauvegarde, elle représente quelque chose, puisque vous savez que vous allez pouvoir vous réapprovisionner en vie, en munitions, vous reposer, améliorer votre personnage. La salle de sauvegarde représente donc la sécurité. Je vais vous montrer les grenades. Donc, par extension, le morceau de musique Clair de Lune finit par représenter la même sécurité. Puisque lorsqu'on entend le morceau de musique, on sait qu'on s'approche d'une salle de sauvegarde et que, vu que ce que représente la salle de sauvegarde en question, finalement, la musique finit par représenter la salle en elle-même, et le morceau Clair de Lune est vraiment symptomatique de ce genre d'élément, qui est pour moi un gros point positif du jeu. Normalement, il y en a d'autres qui vont arriver. Il est important aussi de préciser que le morceau Clair de Lune n'a pas été composé pour The Evil Within. C'est un morceau qui a été composé il y a de nombreuses années par quelqu'un, malheureusement je ne sais pas qui. Je croyais qu'il y avait quelques personnes qui allaient arriver, mais non. J'ai fait des recherches, mais malheureusement, je tombe toujours sur des trucs... Disons que je suis tombé sur 10 avis de 10 personnes qui me donnent 10 réponses différentes. Donc, au final, je ne sais pas qui a composé le morceau de musique Clair de Lune. Si je le trouve, je le mettrai dans la description, mais en attendant, je ne sais pas, et plutôt que de mettre une connerie, je préfère ne rien mettre du tout, mais vous expliquer pourquoi donc je ne vous dis pas qui l'a composé, parce que je ne sais pas. Et malgré les renseignements, je n'ai pas la réponse. Le morceau de musique est très bien intégré à l'univers de The Evil Within. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de préciser. Maintenant, je vais vous parler des autres morceaux du titre. Alors, il y a d'autres morceaux de musique, notamment dans le premier chapitre, qui ont été, pareil, composés par d'autres personnes, puis intégrés à l'univers de The Evil Within. Moi, je vais me concentrer uniquement sur les morceaux composés pour le jeu. Alors déjà, il est important de préciser que les morceaux de musique composés pour le jeu The Evil Within sont très rares. Ça, c'est le premier point qu'il faut préciser. Les musiques sont vraiment très rares dans The Evil Within. Finalement, le seul morceau de musique qu'on entend fréquemment, c'est le morceau Clair de Lune. Hop. Et je voudrais éviter de perdre cette statue. J'ai besoin de la clé. Les morceaux de musique composés, en plus d'être rares, sont vraiment très discrets. C'est-à-dire que même lorsqu'il va y avoir des musiques composées par l'équipe du jeu, intégrées dans le jeu, ces musiques-là
vont être vraiment très discrètes. Parfois, il va être très difficile même de les déceler, de les entendre. Il y a certains moments où je me demandais pourquoi il n'y avait pas de musique dans le jeu. Donc, non seulement les musiques sont rares, mais en plus de ça, elles sont très discrètes, même trop discrètes, je pense, par moment. Et du coup, au début, j'étais un petit peu frustré. Finalement, avec le recul et à force d'avancer dans le jeu, je trouve que les musiques sont très bien intégrées à l'univers de The Evil Within. Elles sont très bien intégrées aux séquences qu'on joue, mais elles sont peut-être trop discrètes, même si on les entend quand même, mais elles sont tellement rares finalement que quand on les entend, on ne prête pas attention. Et même si les morceaux composés sont bons, hein, je le reprécise, ils ne sont pas mémorables. En tout cas, à mon sens, les musiques ne sont pas mémorables dans The Evil Within. On dirait vraiment que, quelque part, les musiques, c'est ce qui a été fait en dernier. Ils n'ont pas cherché à faire les meilleures musiques possibles. Donc, c'est pas particulièrement gênant parce qu'elles sont bonnes. Mais il est vrai que lorsqu'on va finir le jeu, on va repenser à l'univers, on va repenser à certaines choses, à certains éléments qui font partie du jeu, mais la musique ne fera pas partie de cet élément. En fin de compte, le seul morceau de musique qui va avoir marqué le joueur, c'est le morceau Clair de Lune. Et ça va avec ce qu'il représente. Quand je vous dis que c'est le seul morceau qui va marquer le joueur, ça va aussi avec ce que le morceau de musique représente pour le joueur, donc la salle de sauvegarde, donc le repos, la sécurité. Donc vous voyez, quand je vous dis que la musique, notamment le morceau Clair de Lune, représente quelque chose pour le joueur, c'est vraiment ça. Je dis pas ça à la légère. C'est vraiment un élément qui est vraiment important et mis en valeur dans The Evil Within. Et ça, je voulais vraiment le mettre en avant donc dans mon test. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du doublage. Alors, avant tout, il faut savoir que le jeu est entièrement localisé en français. C'est important de le préciser. Tout ce que vous allez ramasser, que ce soit écrit ou que ce soit un enregistrement audio, va être traduit en français. Donc ça, c'est très bien si, comme moi, vous vous intéressez au scénario. En plus, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, il est très bon. Voilà, voilà. Ah, là, j'ai bien cru que j'allais y passer. Hein. Là, je vous le dis, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. C'était horrible. C'était horrible. Mais finalement, il aura brûlé. Le jeu est entièrement localisé en VF, comme je viens de le dire. Donc, ça veut dire que les voix des personnages sont aussi en VF. Qu'en est-il de la VF? La VF est inégale, clairement. C'est vraiment pas un des points forts du jeu. C'est pas non plus un point faible. Comme je l'ai dit, la VF est très inégale. Il y a vraiment du bon et du moins bon. Le jeu, ça oscille entre le meilleur et le pire. Et pour moi, j'ai la VF, par exemple, dans son meilleur, dans le positif, elle se traduit par les personnages de Ruvik et de Sébastien. La VF de ces deux personnages est vraiment bonne. Les doubleurs ont fait vraiment du très bon boulot. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, il y a d'autres personnages. Par exemple, le docteur et d'autres personnages encore. Leslie. Certains personnages ont vraiment un très bon doublage. D'autres personnages ont un doublage vraiment mauvais. Comme par exemple Joseph et Kidman. Qui pour moi ont un doublage assez inintéressant finalement. On dirait que les acteurs sont complètement détachés. On dirait qu'ils ils sont venus, ils ont récité leur texte, ils ont empoché leur chèque et ils sont partis. Mais ils se sont pas, j'ai pas senti d'implication de la part de ces deux acteurs et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que Sébastien a une bonne VF, Ruvik a une bonne VF. Si les deux personnages donc de Kidman et Joseph avaient eu une bonne VF, on aurait eu quasiment que du bon puisque tous les personnages principaux auraient eu un bon doublage. Mais là malheureusement c'est pas le cas. Le doublage de Joseph et de Kidman est vraiment en demi-teinte. Il oscille entre du bon correct par moment et du très mauvais à d'autres moments.
À noter que le jeu ne peut pas se faire avec les voix anglaises. Vous pouvez jouer avec les voix en italien, en allemand, en espagnol, mais pas en anglais. Donc si vous voulez faire le jeu en anglais sous-titré français, bah, c'est pas possible. Sinon, il faut acheter le jeu en anglais. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la difficulté, parce que c'est un élément qui avait fait beaucoup parler à la sortie du jeu, et qui fait encore parler aujourd'hui. Le jeu, pour beaucoup, est jugé très difficile. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Déjà, pour moi, il faut diviser le jeu en dans ces deux niveaux de difficulté, en deux catégories. Facile et normal d'un côté, difficile et Akumu de l'autre. Donc je vais commencer par facile et normal. En facile et en normal, je trouve que le jeu est bien dosé. Il y a un bon équilibre entre le challenge et le plaisir de jeu. C'est mon avis. Je pense, à titre personnel, qu'il faut simplement faire attention, jouer infiltration, observer le décor, économiser ses munitions et finalement prendre le temps de progresser. Si vous progressez lentement, le jeu vous le rendra, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour ce qui est de mon avis. Pour moi, j'ai fait essayer le jeu à différents copains et il est vrai que tous ont galéré. Aucun d'eux ne m'a dit qu'il trouvait le jeu facile ou agréable. Tous ont trouvé le jeu difficile et compliqué et dur à prendre en main et rigide et vieux et voilà ma théorie. Pour moi, ce qui rend le jeu difficile, c'est la rapidité avec laquelle vous allez prendre en main le gameplay. Plus vous allez prendre en main le gameplay de The Evil Within rapidement, moins vous allez galérer. Alors c'est comme ça dans tous les jeux, vous allez me dire. Mais The Evil Within, c'est un peu particulier, parce qu'il a un gameplay assez old school, assez vieux, assez lent, et quelque part, si vous ne le prenez pas en main immédiatement, vous allez avancer dans le jeu, mais pas de la meilleure manière. Donc du coup, vous allez très vite être frustré et mourir encore et encore. Et ça s'est vu quand je l'ai fait essayer à des potes, aucun d'eux, je veux dire, ne s'amusait, parce que pour eux, c'était vraiment limite une plaie de jouer à ce jeu. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu constater. En ce qui me concerne, je trouve que le jeu se prend bien en main. Si je ne parle pas du gameplay plus que ça dans mes autres vidéos, c'est parce que pour moi, ça s'est bien pris en main. À la fin du chapitre 2, j'avais pris en main le jeu de manière normale, quoi. J'ai jamais eu de problème. Mais même, par exemple, avec Resident Evil 5, beaucoup de gens pestaient parce qu'on ne pouvait pas bouger en tirant. J'ai pris le jeu en main tout de suite. Ça, à la fin du premier chapitre, c'était parti, quoi. J'étais parti. Et je jouais quasiment qu'au flingue. Et là, c'est un peu pareil. J'ai pris le jeu en main assez rapidement. J'ai pas eu de problème plus que ça avec le gameplay ni rien, avec la prise en main. Donc pour moi, le jeu est facile dans les deux premiers modes de difficulté. Après, j'arrive tout à fait à concevoir que le jeu soit déstabilisant pour beaucoup d'autres joueurs. Ça, il faut quand même le préciser. En revanche, en ce qui concerne les modes de difficulté difficiles à Akumu, là, c'est pas pareil. Le jeu est beaucoup plus dur, déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gel vert, il y a moins de munitions, il y a moins d'objets de soins, il y a plus d'ennemis, il y a plus de pièges. Et déjà tout ça rend le jeu beaucoup plus dur. Sans compter que vous subissez plus de dégâts. Donc déjà tout ça rend le jeu plus dur. Mais en plus de ça, il y a des détails qui changent. Alors, je vais juste rester ici 2 secondes pour vous expliquer en quoi les détails changent. Parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais faire un parallèle avec Resident Evil 4 encore. Dans Resident Evil 4, vous pouviez, lors du passage de la difficulté facile en normal, constater que certaines parties du niveau étaient débloquées. Alors j'essaie de m'expliquer de manière un peu plus claire. En facile, il y a un niveau dans lequel vous vous retrouviez avec Ashley. Louis venait, vous disait qu'il avait perdu un objet et partait. En facile, vous avez une double porte face à vous. Vous l'ouvrez et vous progressez dans le jeu. Vous êtes face à plein d'ennemis avec des boucliers, des trucs comme ça. En normal, vous ne pouvez pas ouvrir cette double porte. Elle est fermée. Il faut
regardez sur la gauche où il y a une petite porte. Et cette petite porte vous donne accès à une autre zone qui n'est donc pas débloquée en mode facile. Et dans cette zone, il y a des ennemis, il y a des caisses, il y a des munitions, il y a toute une nouvelle zone de débloquer. Vous tuez les ennemis, vous récupérez la clé et vous accédez à la double porte. D'un passage de difficulté à l'autre dans Resident Evil 4, il y a des petits détails qui changent. Et c'est pareil pour ce The Evil Within, mais pas de la même manière. Dans The Evil Within, on ne se retrouve pas avec des zones comme ça complètes de débloquer. On se retrouve par contre avec d'autres éléments. Et merde, on se retrouve avec d'autres éléments. Voilà, toi t'auras plus mal aux dents. De débloquer. Et je vais essayer d'expliquer ça de manière claire. Dans le premier chapitre, on se retrouve face à une situation où on est désavantagé. On est dans une pièce. Sur notre droite, il y a un couloir. On vient de ce couloir. Et dans la pièce où on est, il y a un homme avec une tronçonneuse. Il nous cherche. Ok. Le but est de prendre une bouteille, de l'envoyer dans le couloir de droite, donc de là où on vient, et le gars à la tronçonneuse y va. Ensuite, vous allez à gauche, vous passez la pièce suivante, vous ouvrez la porte, et vous progressez dans le jeu. En facile. En normal, c'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. En normal et en facile, c'est possible. En difficile, en Akumu, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même principe. Vous accédez à une nouvelle zone. Ok, puisque là, pas de problème. Cette nouvelle zone... Attendez, je vais tuer lui là parce que il commence à me courir avec sa dynamite. Donc voilà. En facile et en normal, vous avez juste à faire ça. En difficile, en Akumu, c'est pas pareil, c'est pas possible. Tout simplement parce que la situation ne le permet pas. Le mec à la tronçonneuse n'a pas bougé. L'endroit d'où on vient n'a pas bougé. Finalement, qu'est-ce qui change? Le fait qu'il y ait des caisses. Alors ça peut paraître un détail, c'est même un détail, mais c'est un détail qui change beaucoup de choses. Puisque plutôt que d'avancer simplement comme en facile ou en normal, il va falloir pousser le mec à la tronçonneuse à aller sur la gauche pour tronçonner les caisses, nous libérer l'accès, pour ensuite l'envoyer sur la droite, et du coup, que nous on puisse aller sur la gauche. Et vous voyez, c'est un petit détail comme ça. Comme ça, on se dit, c'est pas compliqué. On jette une bouteille à gauche, il tronçonne les caisses, ensuite on jette une bouteille à droite. Mais en vrai, c'est beaucoup plus dur que ça, tout simplement parce que l'ennemi n'est pas aussi con qu'il en a l'air et que il va le... Comment dire? Il ne va pas se laisser berner de manière aussi simple. Et rien que pour lui faire tronçonner les caisses, c'est un vrai parcours du combattant. Honnêtement, j'ai vraiment galéré. Je crois que j'ai passé une demi-heure juste à essayer de passer cette scène. Parce que à chaque fois, il allait à gauche, mais il tronçonnait pas les caisses. Donc, petit parallèle avec Resident Evil 4, il y a des détails qui changent. Pas des détails énormes, mais des détails quand même. C'est bienvenu et puis ça ajoute un petit peu de... Je trouve que ça rajoute un petit peu de fraîcheur à la difficulté du titre. On n'est plus dans une difficulté classique où moins de munitions, plus d'ennemis, moins de vie, ce genre de truc. On est dans une situation un petit peu plus intéressante parce que parfois il va falloir gérer une situation que l'on connaît de manière différente. Et là-dessus, sur ce point, The Evil Within a réussi à faire quelque chose d'assez fort et j'étais vraiment très surpris quand j'ai commencé le jeu en difficile et que je me suis retrouvé à cette situation là, sachant que je n'ai pas fini les modes de difficulté difficiles à Akumu. J'ai même supprimé mes sauvegardes parce que ça commençait à me gonfler. Voilà, je préfère le préciser pour ceux que ça intéresse. Un détail avant d'avancer,
La différence entre le mode difficile et le mode Akumu, c'est le principe du one-shot. En Akumu, tout vous one-shot, c'est-à-dire tout vous tue, en un coup. Que ce soit un piège à loup, que ce soit un coup de hache, que ce soit une tronçonneuse, ou que ce soit un mec qui vous tire une balle de pistolet, vous êtes mort. Tout simplement, je peux pas faire plus simple, vous êtes mort. Quoi qu'il vous arrive, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Et ça, c'est vraiment pas très bien. Surtout que Evil Within, même s'il reste clairement abordable en termes de difficulté, il y a quand même du challenge, hein, je tiens à le préciser. Quand je dis le jeu se prend bien en main et tout, en ce qui me concerne, j'ai pas eu de problème, j'ai pris en main tout de suite. Même malgré la prise en main, il y a du challenge. Mais ce qui augmente le challenge, c'est la difficulté avec laquelle vous allez prendre en main le jeu. Attention, je ne dis pas que quelqu'un comme moi qui a pris le jeu en main immédiatement n'a pas galéré. Hein, j'ai quand même galéré à certains moments. Et ça me permet de rebondir sur la durée de vie du jeu, puisqu'elle est directement influencée par la difficulté. Et la difficulté est, elle, directement influencée par la rapidité avec laquelle vous allez prendre en main le gameplay. Donc tout est lié. La première fois que j'ai fini le jeu, j'ai mis 15 heures. Au début, je mourais pas beaucoup. Je veux dire, j'ai dû mourir une ou deux fois, inattention, piège, ce genre de truc. J'ai envie de dire, c'est pas mal. À partir du chapitre 6, ça s'est gâté. Parce que, à partir du chapitre 6, on rencontre Laura. Et Laura, elle a tendance à saccager le moral du joueur à travers ses apparitions cauchemardesques. Et ça, c'est vraiment pas très sympa de sa part. En fait, le personnage de Laura est vraiment l'élément qui m'aura le plus stressé et nuit lorsque j'ai fait le jeu la première fois. Lorsque j'ai fait le jeu, elle a été responsable d'une dizaine de mes morts au chapitre 6. Déjà, je tiens à le préciser. Ensuite, j'ai pas eu de problème. J'ai progressé dans le jeu, il n'y a pas eu de problème plus que ça. Je suis pas mort plus que ça. Je crois vraiment que c'est Laura, en fait, qui m'aura tué à partir du chapitre 6, quoi. Je crois pas que je suis mort avant la première fois que j'ai fait le jeu. Après le chapitre 6, pas de problème particulier non plus. J'ai pas eu de problème jusqu'au chapitre 10, où on rencontre Laura une deuxième fois. Et là, je crois que je suis mort plus de 10 fois. Et juste après, on scoltine un deuxième boss, qui, pareil, m'a fait mourir au moins 10 fois. Résultat, la première fois que j'ai fait The Evil Within, Laura, donc à 2 reprises, et le boss juste après Laura, donc à une reprise, puisqu'on ne croise qu'une fois, à eux deux, ils auront été responsables de ma mort à peu près 40 fois. Le reste du jeu, ça va. Le reste, ça s'est bien passé. Mais il faut savoir aussi qu'avant de faire le jeu, donc je ne me suis pas renseigné. Donc je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc finalement, il y avait quand même une sorte de principe de progression par l'échec la première fois qu'on fait le jeu. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Et on se retrouve dans une situation qui est à la fois un point d'interrogation et une situation un peu compliqué, puisque on se retrouve dans la galère, on ne sait pas ce qu'on doit faire, et au final, si on veut s'en sortir, il faut savoir ce qu'il faut faire. Mais plutôt que de me renseigner, j'ai décidé d'apprendre par moi-même. Et du coup, c'est cette volonté d'apprendre par moi-même qui m'aura finalement causé beaucoup de morts. Mais je regrette pas. Mais c'est important quand même de dire. Première fois 15 heures, mais 40 morts. Et Laura n'y est pas pour rien. Elle a dû en causer 30 au moins sur les 40. Donc c'est important de le dire. Aujourd'hui, en nouvelle partie, en facile ou en normal, je fais le jeu en 10 heures. Sachant que je joue principalement infiltration, que je fais quasiment jamais de New Game Plus et que je ramasse tous les items. Ça vous donne une idée, même pour quelqu'un qui connaît le jeu, qui l'a fait de nombreuses fois, une idée de la durée de vie du jeu. Voilà. D'ailleurs, je voudrais faire une petite mise au point. Je reste ici 2 secondes pour faire ça. Beaucoup de gens râlent sur la durée de vie des jeux. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense de la durée de vie des jeux. La durée de vie moyenne d'un jeu aujourd'hui, c'est 5 heures. Ok? Donc, je mets tous les jeux linéaires campagne solo. Hein. Tout ce qui est GTA Like, Assassin's Creed et tout, je les compte pas. D'accord? Ça n'a rien à voir.
tous les jeux avec une campagne solo durent à peu près 5 heures. Donc 5 heures c'est dans la moyenne. C'est pas beaucoup, ok, mais c'est la moyenne des jeux actuels. Faut faire avec. Moins de 5 heures pour moi c'est scandaleux. Hein. Quand on a des jeux qui se finissent en 3 heures, genre 007 Bloodstone, et que en plus de ça, en plus de le finir en 3 heures avec les cinématiques, le multijoueur est pas terrible, là t'as en droit de gueuler. Mais bon, c'est mon point de vue. Les jeux qui se finissent en 7-8 heures, pour moi, c'est bien, c'est correct. Alors oui, c'est que 2-3 heures de plus, mais c'est toujours 2-3 heures de plus que la moyenne des jeux actuels, donc c'est bien. Et les jeux de 10 heures ou plus, pour moi, ont une très bonne durée de vie. Donc The Evil Within, pour moi, a une très bonne durée de vie. Je pense que beaucoup de gens râlent parce que à l'époque, les jeux se finissaient en 20 ou 30 heures et que la durée de vie était triplée par rapport à maintenant. Oui, d'accord, mais les jeux vidéo ont évolué, les durées de vie ont évolué. Aujourd'hui, une durée de vie moyenne, c'est 5 heures. Donc, quand les gens râlent parce que la durée de vie d'un jeu est de 10 heures, juste la campagne solo, je comprends pas, parce que 10 heures, c'est le double de la moyenne, de la durée de vie moyenne d'un jeu aujourd'hui. Donc, il faut pas se plaindre, c'est, voilà. Je pense vraiment que 10 heures, pour moi, aujourd'hui, c'est une très bonne durée de vie. Aujourd'hui. C'est sûr que à l'époque, j'avais pas fini la dernière croisade en 10 heures. Et j'avais pas non plus fini d'autres jeux de Mega Drive en 10 heures. C'est sûr qu'il fallait au moins le double de temps. Mais les jeux vidéo ont changé. Donc il faut s'adapter. Je dis pas que c'est bien, mais malheureusement, il faut faire avec. Donc ça, c'était une mise au point. Comme ça, vous le savez. 5 heures pour moi, c'est la moyenne, mais c'est pas forcément terrible. Moins, c'est scandaleux. 7 à 8 heures, pour moi, c'est correct. Et 10 heures, c'est une très bonne durée de vie. Voilà mon point de vue. Donc, je vais passer cette séquence sans parler, parce qu'elle est assez compliquée. Et après, je vous expliquerai pourquoi je la passe sans parler, parce que je veux essayer de vous montrer quelque chose et de vous parler d'un certain aspect du jeu avant de conclure. Voilà. Ah ben voilà, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Alors, je vous explique pourquoi j'ai pas parlé pour me concentrer un petit peu plus sur la séquence en question. The Evil Within, il y a quand même des petits secrets qui rendent le jeu un petit peu plus accessible aux gens. Et voici un petit secret que je vous donne. Et d'ailleurs, je vais vous donner une astuce pour vous faciliter le jeu, parce que moi je l'ai trouvé et je pense que ça peut être sympa de partager ça avec les autres joueurs. Donc par exemple là, si vous passez la séquence sans vous prendre un cocktail Molotov, vous débloquez un peu plus loin un truc de gel vert de 2000. Alors c'est pas celui-là, mais vous en débloquez un. Et 2000 de gel vert, c'est toujours ça de prix. Donc évidemment, ça fait toujours plaisir. Je pense que je vais pouvoir vous montrer où il est d'ailleurs. Mais voilà, ça c'était le premier petit secret. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu d'une astuce. Pour beaucoup de gens,
beaucoup de joueurs avec qui j'ai parlé ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Désamorcer les pièges avec des fils. Vous savez, quand vous avez deux pièces de métal reliées par un fil avec de la dynamite, vous les désamorcez et ça vous fait une pièce. Donc vous voyez les pièces, où qu'elles sont. Voilà, les pièces là qui nous servent à fabriquer des carreaux. Donc là vous voyez j'en ai 113. Donc en désamorçant les explosifs et en désamorçant les pièges filaires, vous trouvez donc des pièces pour fabriquer des munitions pour votre arbalète. Pour beaucoup, c'est un peu une question piège, une question bizarre. Est-ce que je désamorce les pièges ou est-ce que j'attire les ennemis vers les pièges? Alors moi je vais vous donner une petite astuce. Vous désamorcez les pièges filaires, ça marche que pour les pièges filaires. Une fois que vous avez désamorcé les pièges filaires, ce que vous faites, vous attirez un ennemi là où il y avait le piège. Oula, j'ai failli péter. Et une fois qu'il est à côté de là où était le piège, vous tirez ou vous jetez une bouteille sur la dynamite. Et finalement, vous aurez débranché le piège pour récupérer une pièce, mais vous pourrez quand même vous servir du piège, ou du moins de la dynamite présente en fait sur le piège. Finalement, vous aurez un petit peu le compromis entre la pièce et l'aspect explosif finalement dont on peut se servir pour se défaire des ennemis. Vous pourrez l'utiliser et pour moi c'est vraiment un très très bon point. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Il est important d'essayer d'économiser ses munitions. Donc voilà là, une petite astuce qui fait plaisir. Voilà, je pense que c'est important de... Vous voyez, le gel vert dont je vous parlais, là, les 2000 de gel vert, les voilà. Si vous vous faites toucher par un cocktail Molotov, vous aurez le petit, mais vous n'aurez pas le gros. Donc c'est quand même important. Et il y en a plein de petits secrets comme ça. Je vous ai montré le cochon dans la première vidéo, je vous ai montré ça dans celle-là. Il y en a d'autres, Certains sont accessibles uniquement en New Game Plus, attention, mais il y en a d'autres. Donc je vous invite vraiment à chercher, à découvrir, surtout que pour l'instant, tous les joueurs, tout le monde, je veux dire, ne sait pas comment on fait pour débloquer le pistolet de Kidman et Joseph. Est-ce qu'il est débloquable déjà? On ne sait pas, mais s'il est débloquable, personne ne sait comment. Et ça reste quand même un petit mystère et je pense que beaucoup de joueurs aimeraient le trouver. Donc maintenant, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire sur The Evil Within? Alors, c'est un jeu qui a des points positifs et des points négatifs. Beaucoup plus de points positifs en ce qui me concerne. Donc je vais vous les énoncer. Son univers qui emprunte à Resident Evil, Silent Hill et BioShock fait que le jeu est vraiment un très bon déjà survival horror et surtout qu'il s'inspire de licences de survival horror qui ont plus rien à prouver parce qu'elles sont vraiment très bonnes. BioShock, Resident Evil, Silent Hill, c'était des références en leur temps et certains de ces jeux sont des références encore aujourd'hui, comme par exemple Resident Evil 1 ou les premiers Silent Hill ou BioShock le premier et Infinity pour ma part, même si BioShock 2 reste très bon, c'est pas la question. Donc en ce qui concerne ce point-là, très bon. L'univers, l'ambiance, c'est vraiment du bon. Le scénario qui est complexe mais intéressant et surtout très travaillé et cohérent ajoute encore en termes de qualité au jeu. Le mélange d'action, infiltration et même le gameplay en règle générale, même si comme je l'ai dit, il faut un temps d'adaptation pour le prendre en main, soit vous allez avoir de la chance et le prendre en main quasiment immédiatement comme moi, soit vous allez mettre la moitié, voire la totalité de la campagne solo avant de commencer à le prendre en main, parce que je connais des gens malheureusement à qui ça arrivé. Donc moi je suis très content que ça ne soit pas arrivé, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on achète un jeu qu'on n'arrive pas à le prendre en main. Donc voilà, la bande son qui est très bonne, et certains effets comme les effets d'eau, ce genre de trucs, font que le jeu est vraiment, a vraiment plein de points positifs là-dessus. Malheureusement, il y a aussi des points négatifs. Techniquement, le jeu est moyen, la VF est inégale, la caméra est trop proche du héros et mal calibrée, et il y a des bugs, aliasing, bugs de texture, chute de framerate, et pour moi, tout l'aspect technique, ça fait que je me pose une question.
est-ce que Shinji Mikami et son équipe ont eu les moyens nécessaires pour faire le jeu comme ils le voulaient? Pour moi, c'est vraiment la question. Parce que je me demande sincèrement s'ils n'ont pas eu un gros manque de moyens. Je vous le dis comme je le pense. Parce que le jeu, malgré ses mises à jour, a toujours ses bugs. Et il y a toujours ses problèmes. Donc, j'ai du mal à comprendre. Et je pense qu'il y a eu un manque de moyens qui fait que, malheureusement, le titre ne représente pas, sur un plan purement technique, ce qu'il aurait dû représenter. Et est-ce que c'est un moyen en termes d'argent? Est-ce que c'est un moyen en termes de connaissances? Est-ce que c'est un manque de moyens en termes de compétences? Est-ce que c'est un manque de moyens en termes de temps? Ou en termes de matériel, j'ai envie de dire, de moteur, ce genre de truc? Je ne sais pas. Mais il y a quand même un manque de moyens, il est important de le mettre en avant. Parce que c'est probablement ce manque de moyens qui est responsable de l'aspect technique et des bugs du jeu. Après, comme je l'ai dit, peut-être que c'est un manque de compétences, hein, je ne sais pas. Donc je ne me permets pas de juger là-dessus, puisque je ne sais pas, j'ai pas les données. Pour moi, la question principale, en fait, que je me pose une fois que j'ai terminé mon test, c'est, malgré ces nombreuses références, malgré tout ce que j'ai dit sur The Evil Within, en bien ou en mal, est-ce que le jeu arrive à avoir son propre ADN? Il s'inspire de Silent Hill, de Resident Evil, de BioShock. Est-ce que malgré tout, The Evil Within a son propre univers, a son propre ADN? Ou est-ce qu'il se retrouve au contraire parasité par ces trop grandes références et le fait que ce soit des références... plus que des références finalement, ce sont des modèles. Et du coup, est-ce qu'il se retrouve pas un petit peu écrasé par tout ça? Non, The Evil Within s'inspire de ces jeux, puise le meilleur dans ses licences, mais il reste quand même... disons qu'il arrive à puiser le meilleur, mais en même temps, il arrive quand même à se détacher de ses licences pour avoir son propre ADN, son propre univers. Et ça, c'est déjà un point plus que positif, puisque finalement, il aurait très bien pu se louper et faire quelque chose de merdique. Il aurait pu se louper et finalement... perdre tout intérêt, puisqu'on aurait eu l'impression de jouer à un remake entre Silent Hill et Resident Evil, ce qui n'est pas le cas. Le jeu a vraiment son propre univers, son propre ADN, j'insiste là-dessus, mais on sent quand même beaucoup l'influence, mais ça reste une influence, c'est pas du copiage ou du plagiat, c'est vraiment une influence. C'est finalement The Evil Within, c'est un survival horror qui rend un petit peu hommage à d'autres références du survival horror, donc ça c'est vraiment un très grand point positif. J'ai fini pour le vidéo test de The Evil Within. Je voudrais juste parler de 2-3 autres trucs avant. Donc en rapport avec The Evil Within, donc hop, je vais rester là. La première chose dont je voulais parler, c'est que les 3 derniers jeux de Rockstar et Naughty Dog font que j'attends aujourd'hui leur prochain jeu, leur prochain projet. En ce qui concerne The Evil Within, je le redoutais autant que je l'attendais. Pourquoi? Parce que Shinji Mikami, on peut mettre ces jeux en 3 catégories, ceux que j'ai aimés, ceux que je n'ai pas aimés et ceux qui ne m'ont pas intéressé. Donc ceux qui ne m'ont pas intéressé, il y a Dino Crisis et God End. Ceux que je n'ai pas aimés, alors déjà il y a Devil May Cry et Shadow of Damned que je n'ai pas aimé et que je n'ai même pas fini car ce sont des jeux qui vraiment ne me plaisaient pas. Et il y a Vanquish que j'ai terminé mais qui ne m'a pas plu non plus. Et il y a ceux que j'ai aimés, donc Resident Evil Rebirth et Resident Evil 4. Les Resident Evil sur lesquels Shinji Mikami était directeur. Donc une tête pensante. The Evil Within, je l'attendais autant que je le redoutais. Ça, je vous l'ai dit. Le fait est aujourd'hui que ce The Evil Within me réconcilie vraiment avec Shinji Mikami et j'attends impatiemment The Evil Within 2. Donc c'est pour ça que je donnais l'exemple aussi Rockstar, Naughty Dog. Parce que je redoutais, malgré le fait que Shinji Mikami se soit occupé de ma licence favorite Resident Evil, je redoutais ce The Evil Within. Mais en même temps, je l'attendais. Et au final, la qualité du jeu fait que
Shinji Mikami me montre qu'il en a encore sous le capot, que Vanquish, même si c'était un bon jeu, hein, je dis pas, c'est pas que j'ai pas aimé le jeu, c'est que j'ai trouvé qu'il était surnoté, surestimé finalement. Mais finalement, Vanquish, une fois qu'on l'a fini une fois, on n'a pas envie d'y revenir. En ce qui me concerne, j'ai pas eu envie d'y revenir. Après, c'est vrai que c'était plaisant au niveau du gameplay, c'était fun, c'était rapide, c'était énergique. Mais à part ça, il n'y avait rien qui était bon, quoi. À part un petit peu l'aspect technique, et voilà, c'est tout. Mais il n'y avait rien de fabuleux. Et j'ai trouvé que le jeu mangeait des 18, des 19. Mais je disais, oh les gars, on a joué au même jeu ou quoi? Il n'y a même pas d'amélioration d'armure, il n'y a rien de tout ça. On peut améliorer ses armes, mais c'est très sommaire, c'est très... voilà. Et je trouvais que le jeu était vraiment surestimé et je comprenais pas. Là, en ce qui concerne The Evil Within, je trouve un peu sous-estimé. Je trouve qu'il a été noté finalement comme un jeu lambda, alors qu'au contraire, je trouve que c'est un jeu qui apporte quelque chose au survival. Et ça passe aussi par le fait de vouloir faire quelque chose de différent avec des niveaux en extérieur, ce genre de truc. Même si c'est pas révolutionnaire, qui tente d'apporter quelque chose, et déjà rien que ça c'est bien. Donc voilà en ce qui concerne là-dessus. Maintenant je voudrais terminer un petit peu avec Kojima, puisque entre la première vidéo et celle-ci, on a appris que Kojima allait quitter Konami, et que du coup The Phantom Pain serait probablement son dernier Metal Gear. Et du coup moi ça me fait, je vais le dire, j'aime pas trop dire des gros mots, mais surtout en vidéo, mais ça me fait chier, parce que Kojima en fait, je trouve que c'est un personnage extraordinaire, parce que vous voyez, quand il dit je vais faire Silent Hill, les gens disent ça va être un chef-d'œuvre, et du coup moi je me dis, les mecs, ayez les pieds sur terre, il a autant de chances de décevoir que d'étonner. Il faut pas s'emballer, on ne sait rien dessus. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Mais maintenant qu'il dit qu'il s'en va de Konami et qu'il quitte le studio, il sera pas sur Silent Hill. Et du coup là je suis déçu, je me dis, ben voilà, il quitte Konami, il fera pas Silent Hill. Il nous a teasé un peu de truc en disant qu'il voulait que les joueurs se chient dessus et que s'ils n'arrivaient pas à le finir, ben c'était pas grave. Tant qu'ils avaient la trouille de leur vie, c'était génial. C'est ce qu'il voulait. Et du coup, d'un côté, Silent Hill, je l'attendais parce que c'est quand même Kojima derrière et que c'est pas n'importe qui. Mais d'un autre côté, je le redoutais parce que les gens se sont tellement emballés alors qu'on voit rien, on sait rien. Les gens se sont emballés parce que Kojima est derrière. Et moi, c'est un truc qui me fait profondément peur. Parce qu'on a toutes les chances d'être déçus après. Donc, vous voyez, ça prouve que Kojima est quand même un personnage extraordinaire. Parce que quand il est sur un projet, on a peur qu'il soit surestimé, que le projet soit surestimé parce que Kojima est derrière. Mais quand il s'en va d'un projet, on se dit que le projet a perdu un des éléments clés. Et du coup, je sais pas, Kojima, je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Et le fait là justement de partir, ça le montre et tout. Alors ça augmente un petit peu mon attente pour Metal Gear, puisque finalement le seul truc qui me fait peur pour The Phantom Pain, c'est tout simplement la présence du style caméra à l'épaule dans la réalisation, dans la mise en scène. Donc ça c'est un truc qui me fait très peur, puisque je n'adhère pas du tout à ce format, à ce style, et que je trouve que ça nuit à la lisibilité. J'aurais préféré qu'il garde un style plus proche de Metal Gear Solid 4 par exemple, qui était très bien, j'ai trouvé. Mais ça diminue un peu mon attente pour Silent Hill. Alors bon, il y a quand même des bons derrière, il y a Guillermo del Toro. À titre personnel, je trouve que Guillermo del Toro, le seul film mauvais qu'il a fait, c'est Pacific Rim. Donc voilà, c'est le seul que je fais. Visuellement, c'est très beau, mais il n'y a que ça, hein, honnêtement, il n'y a que ça. Même les acteurs sont mauvais, hein. L'acteur principal, il est très mauvais, hein, Charlie Hunnam, je suis désolé, mais il est fade. Honnêtement, j'ai l'impression de voir un robot, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune émotion qui se dégage de l'acteur, je trouve. Alors que par exemple Idris Elba est très bon, l'actrice asiatique dont je ne me rappelle plus le nom est très bonne aussi, mais le film en lui-même c'est un ratage. Mais tout le reste, ce qu'il a fait, il est bien. Blade 2 c'est très bien, Mimic, Chronos, les deux Hellboy, et sur tout ça j'ai adoré. Et surtout le labyrinthe de Pan, quoi. Le labyrinthe de Pan c'est un chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas vu, arrêtez cette vidéo de merde et allez le voir. C'est un chef-d'œuvre, je vous jure. Donc il y a quand même Guillermo del Toro qui en plus de ça nous a fait le film Crimson Peaks avec Tom Hiddleston et Jessica... je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Avec Tom Hiddleston. Et la bande-annonce, regardez-la, ça a l'air vraiment très proche de ce qu'a fait Guillermo del Toro avant, avec une esthétique particulière, un ton particulier. Et ça a l'air vraiment flippant et j'ai adoré... tout ce qu'il a fait jusqu'à Pacific Rim, et quelque part j'attendais pas son nouveau film, et là
ce que j'en ai vu à travers la première bande-annonce me fait envie. Donc il y a quand même Guillermo del Toro, c'est pas un tocard, c'est quand même un bon. Donc le fait qu'il soit sur Silent Hill, ça rassure un peu. Et surtout Norman Reedus. Et Norman Reedus, c'est quand même pas un tocard non plus. Le mec, il joue très bien et tout. Il a plein de petits rôles dans plein de films et de séries. Mais depuis qu'il joue Daryl dans The Walking Dead, je trouve qu'il a apporté une nouvelle dimension. Finalement, Daryl, c'était quoi? C'était le petit con destiné à mourir bêtement très vite, quoi. C'était ça, Daryl, dans la saison 1. On se disait, le personnage dans la saison 3, maximum, il est mort. Et finalement, la saison 2 lui a donné de l'envergure. Et l'acteur a été un élément déclencheur de ça. Et Norman Reedus, je trouve qu'il a réussi à apporter une ambiguïté au personnage de Daryl, puisque il est violent quand il faut être violent, courageux quand il faut être courageux, brutal quand il faut être brutal, mais en même temps, il a une vraie faillure, il y a une vraie blessure en lui. Il est parfois fragile, parfois fort, parfois enfantin, ou parfois très adulte, parfois brutal, ou parfois, au contraire, il fait preuve presque d'une naïveté qu'il est difficile d'identifier. Et je me dis que tout ça, s'il le transpose à son personnage dans Silent Hill, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Un personnage ambigu, qui soit violent par moment, mais en même temps, qui soit attachant et qui soit imparfait, mais attachant. Un petit peu comme était aussi le personnage de Merle, donc le frère de Daryl dans The Walking Dead, qui était très violent, très brutal, très con dans la première saison, et qui finalement arrive à être attachant dans la dernière saison où on le voit, où la dernière scène avec lui est tout simplement incroyable. Donc je pense que Norman Reedus et Guillermo del Toro peuvent quand même sauver Silent Hill du naufrage. Mais c'est vrai que l'absence de Kojima devrait pas mal nuire au jeu, en termes de qualité j'entends. Sachant que Konami a quand même été pas très sympa, puisque si vous regardez les interviews récentes de Konami, ils disent l'accord est entre Guillermo del Toro et Konami, pas entre Guillermo del Toro et Kojima. Moi j'ai trouvé ça un petit peu méchant, puisque Kojima était peut-être celui qui a le plus parlé de Silent Hill jusqu'à maintenant. C'est lui qui parlait le plus de Silent Hill quand même, hein. Donc le mec il était très impliqué dans le projet. Donc il faut quand même pas trop lui chier sur la gueule non plus, parce qu'il leur a rapporté beaucoup d'argent, beaucoup de fans. Ces jeux sont de qualité. Là il s'attaque à Silent Hill, il y avait toutes les chances pour qu'il fasse quelque chose de très bon, même si une fois de plus je le dis, il faut pas trop s'emballer non plus, on n'a rien vu du titre. Je pense que Konami là ils ont pas été très sympas. Après c'est un gros studio, hein, ils voient par l'argent, ils voient pas par le relationnel. Mais voilà, j'aime pas trop ce genre d'approche. Je pense qu'un minimum de reconnaissance aurait pu faire plaisir. Et je pense que Konami peut s'en mordre les doigts, un petit peu comme ce qu'a fait Capcom après qu'ils aient dit à Shinji Mikami bah écoute, c'est vachement bien ce que tu fais, mais ça nous plaît plus, au revoir. Et Shinji Mikami il se barre, et aujourd'hui il revient en force avec The Evil Within, alors que Resident Evil est au plus bas. Et je pense que là il n'est pas impossible que Hideo Kojima fasse pareil, en disant dans quelques années, ben voilà, vous avez décidé de continuer les Metal Gear sans moi, la qualité n'est plus la même, mais moi je vais créer une autre licence et montrer aux joueurs que je suis encore là et que je suis pas mort. Et je pense que c'est ce que Hideo Kojima va faire, parce que c'est quand même pas un tocard, c'est un bon, et le gars il sait ce qu'il fait, quoi. Et c'est là que c'est un peu frustrant, parce que il sait ce qu'il fait, il est bon. Mais d'un autre côté, il est tellement bon que parfois ses projets sont surestimés avant même qu'on en voit quelque chose. Regardez Ground Zero, c'en est un exemple flagrant. Les gens partaient du principe que ça allait être génial avant même que le jeu sorte. On savait rien du truc, les gens disaient ça va être génial, on s'en fout, c'est Hideo Kojima, ça va être génial. Et en fait, Ground Zero, bah, c'est pas terrible. C'est sympa, mais c'est pas terrible. Alors bon, c'est qu'une démo, mais ça reste pas terrible. Et au final, tout le monde disait que ça allait être génial. Donc voilà, c'est... Autant The Phantom Pain j'y crois, autant Silent Hill j'y crois un peu, même si j'y crois beaucoup moins. Autant c'est vrai que finalement Hideo Kojima, je me rends compte que non seulement c'est un mec très talentueux, mais ça je le savais bien avant, hein, j'ai rien appris là, mais c'est vraiment le truc, le rapport à Silent Hill en fait qui aura fait que
Finalement, quand il est sur un projet, on attend trop le projet et du coup le projet est surestimé avant même qu'il sorte et du coup ça c'est frustrant pour quelqu'un comme moi qui essaye d'avoir les pieds sur terre et qui espère d'ailleurs avoir les pieds sur terre, mais d'un autre côté, d'un autre côté, quand il part du projet, ben on se dit bah ouais mais sans Hideo Kojima, bah, ça devient effrayant quoi comme projet. Donc voilà, il y a un truc là-dessus. J'espère vraiment que cette dernière partie vous aura plu parce que je voulais vraiment pas que vous me preniez pour un troll sur Kojima. De toute façon, si demain je pense que Metal Gear Solid 5 c'est de la merde, hein, je vous le dis, je le dirai hein, quand il sortira, quand je l'aurai fini testé. Si je pense que c'est de la merde, je le dirai. Hein, ça faut pas vous inquiéter. J'en ai rien à foutre que ça soit Kojima ou n'importe qui. Si j'aime pas, j'aime pas. Mais en attendant, j'attends énormément le jeu. Kojima pour l'instant ne m'a pas déçu sur aucun jeu que j'ai fait de Kojima, donc j'attends, mais c'est vrai que j'ai peur que Silent Hill soit surestimé, alors que Metal Gear par exemple, ce qu'on en a vu, on a vu du gameplay, on a vu plein de trucs, Silent Hill n'a pas pour moi l'élément pour dire que ça va être génial, alors que Metal Gear Solid 5, il y a déjà beaucoup plus d'éléments qui nous permettent de nous faire un avant-goût, un aperçu de la qualité du titre. Donc voilà, j'espère que ce vidéo test vous aura plu. Je suis désolé parce qu'il était très long et je voulais le faire en plusieurs parties pour faire plus court, mais The Evil Within, j'avais beaucoup de choses à dire. C'est un jeu que j'ai adoré. J'en ai parlé avec passion, j'espère que ça s'est ressenti. Et la dernière partie, donc sur Hideo Kojima, j'espère aussi que vous l'avez aimé parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage extraordinaire. C'est un personnage qui fait qu'on a parfois des émotions un peu contradictoires. Donc, notamment à travers Silent Hill, donc j'en ai parlé, je ne vais pas me répéter, mais voilà, je voulais mettre les choses au clair concernant Hideo Kojima, et j'espère vraiment qu'il va rejoindre un studio qui saura l'apprécier à sa juste valeur. Vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à plus tard pour un prochain vidéo test, et portez-vous bien. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.